Sayag, Emmanuel Dutheil. La France bouge avec Elisabeth. On est vraiment ravis de vous accueillir là en direct chaque jour de 13h à 14h. Aujourd'hui, on parle reconversion professionnelle et on en parle notamment avec Jean-Christophe Sibérens, qui est le fondateur de New Bridges, qui est une société qui s'est spécialisée pour aider les entreprises à bien envoyer leurs collaborateurs à l'étranger et à bien réussir à les faire travailler à l'étranger. Et par ailleurs, ancien président de l'Association nationale des DRH. Donc, un parcours parfait pour nous éclairer aujourd'hui. Et chaque jour dans la France bouge, on découvre l'histoire d'une entreprise. Aujourd'hui, dans cette émission dédiée à la reconversion, on a voulu découvrir une histoire de vie. Une reconversion, c'est oser changer de vie, c'est foncer aussi en quelque sorte dans l'inconnu. On va vous parler d'un homme qui a travaillé dans le traitement de l'eau, dans l'univers du BTP. Il était ingénieur de formation, il a été embauché chez Renault aussi. Il a fait de la fusion-acquisition et puis il y a eu un choc. À l'âge de 43 ans, il a dit « Moi, je vais tout changer ». Bonjour Michel Saporta. Bonjour. C'est bien résumé ? Ah, c'est parfait. Bon, parfait. Vous étiez ingénieur et aujourd'hui, vous êtes libraire. Tout à fait. Comment vous en êtes arrivé là ? De tout temps, depuis que je suis un petit garçon, j'adore les vieux livres. Avec mon papa, on allait quand j'étais tout petit, soit chez des bouquinistes, soit dans salle des ventes. Et puis, à un moment, vous faites des études, parce qu'en gros, vous êtes fort en maths, vous êtes sur un rail. Vous commencez une carrière professionnelle, parce qu'il y a plein de choses qui vous intéressent. Les choses évoluent, vous évoluez, mais vous êtes souvent pris dans une espèce de carcan. Et puis, dans mon cas, il y a eu une catalyse extérieure. À 43 ans, en 6 mois, j'ai perdu 6 copains. Donc le truc brutal, qui vous met un peu KO. Et à ce moment-là, c'est bizarre, mais c'est devenu une évidence. Je me suis dit, tiens, si demain tu passes sous un autobus, t'auras pas été libraire. Donc qu'est-ce que vous faites ? Ben, vous changez de métier. Et comment on devient libraire alors ? Parce que vous nous glacez le sang là, ça m'a donné des frissons en entendant votre histoire. Mais comment on devient alors libraire ? Comment on réussit ce parcours de vie ? Libraire d'anciens, c'est un petit peu particulier. Je ne vends pas des livres qui sont parus chez Gallimard la semaine dernière. Je vends des livres. C'est la restauration de papier, la reliure et tout ça. Exactement. Donc j'ai fait 2 choses en parallèle. D'abord, j'avais acheté et collectionné depuis tout jeune. Et ensuite, j'ai suivi une formation pendant 4 ans, à raison de 2 jours par mois, du côté de Tours, pour apprendre à restaurer, à qualifier les papiers, les cuirs, et donc à mieux maîtriser l'objet en lui-même. Et puis j'avais une passion, et que j'ai toujours d'ailleurs, pour le livre d'architecture. Le livre d'architecture depuis 1530 jusqu'à 1930, parce que j'adore tout ce qui est transmission du beau. Mais quand vous dites que vous avez fait une formation, ça c'est une fois que vous avez quitté votre travail d'ingénieur ? Tout à fait. Donc vous leur dites c'est terminé, j'arrête ? Et vous repartez sur une vie nouvelle. Mais alors, on se réveille comment le lendemain, une fois qu'on a dit ça ? C'est le vide, non ? Ah, pas du tout. Vous avez d'autres formes d'angoisse. Lesquelles ? De vous dire qu'il n'y aura pas forcément toujours des sous qui vont tomber de manière régulière, des choses comme ça. Mais au final, c'est complètement différent. Puisqu'en réalité, vous le disiez tout à l'heure, on a tous les jours des choses nouvelles qui vous éclairent la journée et qui font que vous apprenez, vous découvrez, vous partagez et vous êtes heureux de faire ce que vous faites, ce qui est quand même l'essentiel. Et je crois que vous, en plus, c'est un double parcours. Je ne veux pas entrer dans votre vie personnelle, mais je crois que votre femme a eu un petit problème de santé, un burn-out, je crois, à un moment au travail. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était pour éviter le burn-out. Pour éviter le burn-out, donc avant même de l'avoir. C'était pour éviter le burn-out. De l'avoir. Et du coup, elle aussi, elle a complètement changé de vie ? Complètement. Elle est passée de la finance, du milieu du capital risque au paysage. Elle a fait une reconversion, elle, à travers l'école du paysage à Versailles. Elle a fait de la restauration de jardins historiques et maintenant elle s'occupe de tout ce qui est reconversion des espaces verts autour des grands immeubles pour les rendre plus écologiques pour le XXIe siècle. Donc vous faites partie de ces personnes qui vous avez perdu 20% de votre salaire ? Sans doute. Pourquoi sans doute ? Parce que je sais pas. Et pourquoi vous avez moins de besoins pourquoi ? Parce qu'on peut être heureux mais pas vivre d'amour et d'eau fraîche quand même. Non, tout à fait, on a suffisamment. Et après les besoins ne sont plus les mêmes. Je voulais que je dise, je me suis jamais posé la question. C'est bon. C'est très beau. C'est très très beau. Ce qui est super en plus, c'est que vous avez un super sourire. Quand tout à l'heure on racontait des parcours de vie qu'on a eu la chance déjà d'avoir autour de cette table de la France Bouge, les gens nous disent souvent « je suis heureux aujourd'hui ». C'est le cas, ça a l'air en tout cas, vous êtes pétillant. On vous entend. Tout à fait, des petits détails bêtes. Quand vous êtes en 2 roues, moi je chante. Jean-Christophe Sibérens, vous êtes notre grand témoin du jour. Hein. Vous êtes le fondateur de New Bridges, ancien président de l'Association nationale des DRH. Vous étiez en train d'écouter là, très attentivement le parcours de Michel Saporta. Je suis sûre qu'il y en a eu dans les différentes entreprises où vous avez exercé en tant que DRH, des personnes comme ça qui vous ont dit « mais moi je vais partir pour faire autre chose ». Et Oui, peut-être qu'ils ont le sourire quand on aussi. est DRH d'une grande entreprise, quand il y a quelqu'un qui... Alors vraiment...
on reçoit un choc parce que ça nous envoie quand même un message. Ah bah ça vous renvoie un truc. D'ailleurs, Michel a perso. employé un mot qui est fort, qui est le mot carcan. Je l'ai noté. C'est-à-dire, effectivement, la grande entreprise, c'est quand même un lieu très organisé, très structuré. Et donc, quand quelqu'un vous dit non, le carcan, je peux pas, je peux plus, ça vous renvoie quand même une vraie question. Vous êtes en général, la personne en question, elle a bien réfléchi parce qu'elle vient pas vous voir comme ça, le DRH, un matin en disant je vais peut-être partir. Je vais pas dire bonjour. Mais en même temps, ça vous renvoie un message sur votre fonctionnement d'entreprise en vous disant mais ce carcan, il provoque aussi des départs. Or, une entreprise, les gens, quand ils y travaillent, on a envie plutôt qu'ils y restent, qu'ils se développent, qu'ils apportent plein de choses à la boîte. Donc, c'est quand même une sacrée interrogation que ça nous pose. Mais c'est très intéressant là ce que vous dites, parce que est-ce que ça n'oblige pas aussi l'entreprise à recruter différemment? Parce que là encore, autour de la table de la France Bouge, on a plein de boîtes, plein de patrons qui viennent dire moi, c'est l'autonomie, l'esprit d'entreprise. Sauf qu'on se rend compte avec Elisabeth que s'il n'y a pas le bon diplôme, il va pas passer la barre de L'Oréal, d'AXA, de plein d'autres entreprises. Est-ce que l'entreprise ne doit pas aussi se réinventer dans sa façon de recruter pour justement se dire bah tiens, je vais aller chercher vraiment cette envie et ce comportement qui pourra peut-être faire des étincelles chez moi demain? Alors, c'est clair que, surtout en France, on peut dire surtout que quand on regarde un peu internationalement, la France, on a une vraie religion du diplôme, il faut le dire quand même comme ça, des grandes écoles, et on a une espèce de hiérarchie, tout le monde connaît le classement, enfin, c'est incroyable, la France, même par rapport à d'autres pays. Et donc, effectivement, on a, et puis on est très technique, on valorise beaucoup les métiers techniques, quand même, y compris le métier de base, la technicité. Quand on choisit des managers, on prend des gens qui sont très bons sur la technique. Enfin, or, de quoi on s'aperçoit, c'est que les entreprises, c'est quand même un groupe d'abord. Donc, comment faire que ce groupe travaille bien ensemble? Et on s'aperçoit quand on regarde que c'est pas tellement de savoir faire des équations, etc., qui font que les gens vont bosser ensemble. Ça va être beaucoup la qualité de la manière dont ils travaillent ensemble. Est-ce qu'ils communiquent? Est-ce qu'ils font attention? C'est dommage que les entretiens soient individuels, alors il faudrait les mettre en groupe direct. Oui, mais ça arrive qu'on fasse des bien entretiens de recrutement à plusieurs. Parce Voilà, c'est rare. On a quand même généralement les 7. Quand on arrive dans une grande entreprise, les 7 entretiens. Et au bout du 7e, on vous dit enfin, bah tiens, on vous prend, ça a pris 4 mois, vous n'avez pas dormi pendant 3 mois et demi. Ouais, mais alors attendez. Je défends pas la multiplicité d'entretiens. Par contre, je dis une chose qui est très importante, c'est que de toutes les activités du DRH, il y en a plein, la paye, la formation, les discussions avec les syndicats. Mon expérience, et je pense que beaucoup de mes collègues penseront pareil, le plus difficile, c'est le recrutement. Et donc... Et surtout ceux qui recrutent, s'ils se trompent, ils ont raté leur job. Voilà. Et par contre, se mettre à plusieurs, avoir plusieurs regards dans l'entreprise... C'est collégial. Voilà. Ça limite les erreurs. Mais c'est quand même un art très, très difficile. Michel Saporta, vous étiez ingénieur, aujourd'hui vous êtes libraire. Donnez-nous le petit conseil pour ceux qui ont envie, là, qui sont en train de vous écouter. Vous leur donnez envie, j'en suis sûre, mais ils n'osent pas. Croyez en vous, croyez dans vos intuitions. On vous a toujours appris à être rationnel, on vous a toujours appris à essayer de faire rentrer des idées, des situations dans des boîtes dans lesquelles vous expliquez. Mais plus, en tout cas dans mon cas, plus je vieillis, plus je me rends compte que les intuitions, elles vous permettent pas de mieux réussir ou de moins bien réussir. Elles permettent juste de vivre dans l'instantané. Et ce changement de vie, si ça peut vous permettre de vivre un instantané heureux, allez-y plein pot. Entourez-vous de conseils de gens qui vous seront bienveillants. Soyez... Pas de ceux qui vont dire mais non, c'est n'importe quoi ton délire. Non, ça, eux, on les sort. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On se le fait soi-même déjà suffisamment, son autocritique, ça sert à rien. Et on la trouve où alors, cette librairie? Elle est où cette librairie maintenant? À l'Odéon. Dans le 6e arrondissement de Paris. Croyez en vous, écoutez votre intuition. C'est ce que vous venez de nous dire, Michel Saporta. Vous étiez ingénieur, vous êtes devenu libraire. Merci pour votre témoignage et votre parcours.